L'honorable député de Sandwich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour prendre la parole au sujet de la deuxième lecture du projet de loi C5. Bien que j'aurais voulu ne jamais avoir à m'exprimer dessus, j'aurais voulu ne jamais le lire parce que le lire et le comprendre a été l'une des choses les plus déprimantes depuis mon élection en 2011. Comme l'honorable député le disait, citant Althea Raj, c'est un projet de loi qui aurait plu à Stephen Harper, mais il n'aurait pas osé le faire. C'est une abomination qui n'est pas nécessaire dans la recherche d'une économie forte. Ce projet de loi n'élimine pas les obstacles interprovinciaux parce que ce n'a rien à voir avec les responsabilités du gouvernement fédéral. Bien que le gouvernement fédéral essaye de s'accorder le droit d'éliminer les obstacles interprovinciaux. Ensuite, la deuxième partie concerne une autre notion qui ne ressemble à rien de ce que j'ai pu voir par le passé. Donc, essayons de faire le tour de la question avec logique et analyse pour repenser la façon dont le Parlement est en train d'essayer d'avaler ce projet de loi en 4 jours. Le projet de loi a besoin d'être amendé, d'être étudié. J'ai entendu beaucoup de députés, que ce soit les libéraux ou autres, affirmer qu'il faut étudier ce projet de loi. Bien, pour l'étudier, il faut avoir des audiences. On ne va pas pouvoir le faire en moins de 24 heures. On ne va pas entendre des témoins et des experts si vite. La motion de programmation est aussi vexante que le projet de loi lui-même. J'essaye de trouver un proverbe pour décrire ce projet de loi. Est-ce que c'est que la voie vers l'enfer est pavée de bonnes intentions? Incroyable. Avec les pouvoirs pour le cabinet et le Premier ministre tout seul, sans décision obligatoire, sans critères obligatoires, seulement avec leur idée toute seule dans la chambre de cabinet. Let's just look at part 1. Tournons-nous vers la première partie. On n'en parle pas beaucoup. Quand je l'ai lu, je me suis dit, bon, la mobilité, c'est une bonne chose. Ça fait des années que je m'exprime sur l'élimination des obstacles interprovinciaux, surtout pour ce qui est du réseau électrique nord-sud-est-ouest. On en a désespérément besoin pour lutter contre le changement climatique aussi. Nous avons besoin de faire du pays un pays véritablement moderne et industrialisé qui est à la hauteur de l'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Il nous faut un réseau de transport public fiable à coût raisonnable. On a perdu des lignes de bus, Via Rail n'est pas fiable. Voilà ce que l'on pourrait concrétiser comme projet d'infrastructure à l'échelle de la nation. La première partie veut nous faire croire que l'on sait ce que l'on fait et qu'il faut qu'on se dépêche au point de limiter les protections accordées à la santé et à l'environnement. L'association de lutte contre le cancer m'a contacté et on m'a dit que l'harmonisation des normes et la mobilité sont une bonne chose. Ce n'est qu'à la lecture du mémo de la Société canadienne du cancer que je me suis souvenu que l'élimination de la réglementation au Royaume-Uni sous Margaret Thatcher a mené à la crise de la vache folle. Il faut protéger la santé et l'environnement. L'élimination de la réglementation n'a rien d'intelligent. La crise de la vache folle et les horreurs qui en ont découlé l'ont prouvé. La première partie de ce projet de loi, comme le mentionne la Société canadienne du cancer, est cette notion de normes comparables, soit des normes appliquées à une échelle territoriale ou provinciale peuvent être adoptées pour des produits commerciaux, bien qu'ils soient inférieurs aux normes fédérales. Encore une fois, la Société canadienne du cancer nous demande en tant que parlementaires de faire attention et d'amender ce projet de loi pour que nous puissions
protéger les normes sanitaires et environnementales afin de ne pas les affaiblir. Les entreprises à la recherche de profit et de bénéfices veulent des normes plus faibles. C'est la réalité. Mais nous ne voulons pas encourager une course vers le bas. Voilà pourquoi je voulais mettre en avant les inquiétudes de cette association. Enfin, ou plutôt ensuite, la première partie et la deuxième partie auraient dû être scindées. Je suis sensible aux efforts du Bloc québécois qui a voulu en faire de projets de loi, même si on n'y arrivera pas parce que l'on nous presse à tout faire en 4 jours. Il y a quelques moments, on nous indiquait qu'il y aurait une étude de comité à partir de demain après-midi. Ensuite, mercredi de nouveau. Un seul comité sera chargé de l'étude de ce projet de loi, c'est le comité des transports et des collectivités et de l'infrastructure. Cela signifie que ce projet de loi, avec de profondes conséquences sur l'environnement et les peuples autochtones, ne sera jamais étudié par le comité de l'environnement, ni par le comité des affaires autochtones, des affaires du Nord, ni par le comité des pêches et des océans. La deuxième partie nous enseigne qu'une décision sera prise par le cabinet à propos des projets qui seront qualifiés comme étant d'intérêt national. L'intérêt national est défini, mais c'est une tautologie. Un projet d'intérêt national est un projet sélectionné par le cabinet et mis sur la liste des projets d'intérêt national. Nombre d'entre nous ont cherché à mieux comprendre. Effectivement, les projets de loi doivent répondre à un nombre de critères que l'on retrouve à la partie numéro 6. Si c'était des exigences avant qu'un projet ne soit listé sur la liste des projets d'intérêt national, j'en aurais toute une autre vue, toute une autre opinion plutôt. Le cabinet, d'après le paragraphe 6, peut tenir compte de tout facteur qu'il estime pertinent, notamment dans quelle mesure le projet peut renforcer l'autonomie, la résilience et la sécurité du Canada, procurer des avantages économiques ou autres, avoir une forte probabilité de mise en œuvre réussie, promouvoir les intérêts des peuples autochtones et contribuer à la croissance propre et à l'atteinte des objectifs du Canada en ce qui a trait au changement climatique. Cela ne veut rien dire. Zéro, rien. Ce sont des suggestions adressées au cabinet et le cabinet peut considérer ce qu'il veut. Peut-être qu'il tiendra compte d'une partie de ces éléments ou pas tous. Je n'ai rien vu de tel auparavant dans tous les textes de loi que j'ai pu étudier. Beaucoup de propagande a été insérée dans ce débat. Mais l'article 6 doit vraiment être mis à la lumière. À partir du moment où le cabinet décide qu'un projet de loi est dans l'intérêt national, toutes les déterminations et toutes les opinions à produire pour qu'une autorisation soit accordée toutes les conclusions à prendre devront être prises dans le sens qui permettra la mise en œuvre des projets. Avant même de vous tourner vers les preuves et les témoignages, vous exercez votre discrétion en faveur de l'exécution du projet, peu importe ce que vous apprenez pendant les études. Donc, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Anne Johnson, avocate et environnementalisme, affirme que le paragraphe 6 jette par la fenêtre le principe de précaution, les processus de prise de décision démocratique, les droits autochtones et d'autres éléments. Le processus parlementaire existe pour une bonne raison. Nous avons des débats, la deuxième lecture, l'étude en comité, les audiences avec les témoins, puis les amendements, etc. Et tout cela existe pour une bonne raison. Mais nous avons hâte
d'avancer. Par contre, aucun emploi ne sera protégé simplement parce que nous avons fait les choses trop vite et que cet alinéa est une abomination. Oui, il y aura davantage de procédures judiciaires. C'est un abus de pouvoir confié au cabinet que l'on ne pourra plus jamais inverser. Et donc, c'est un abus du pouvoir du Parlement. Questions et commentaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis heureux de vous voir à la présidence. Je remercie aussi notre collègue qui soulève tant de questions importantes et qui a toujours voulu protéger l'environnement et le défendre. Bien souvent, nous sommes coincés sur une idée ou une notion en particulier, et sur quelques mots me viennent à l'esprit les paroles des conservateurs, entre autres, qui n'ont à l'esprit qu'une seule chose, un pipeline. Ici, je vois Wind West, je vois un réseau électrique d'un océan à l'autre, je vois un corridor ferroviaire à haute vitesse, je vois beaucoup de marchés pour les infrastructures vertes, les énergies renouvelables. Donc, j'aimerais donner à l'honorable député la possibilité de revenir sur ces notions. Je remercie le secrétaire parlementaire pour la question. Oui, bien sûr, effectivement, nous appuyons l'économie canadienne et nous appuyons les projets d'intérêt national. Mais encore une fois, la voie vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. Nous avons besoin de relier nos réseaux électriques. Mais imaginons que vous vouliez relier l'est du Manitoba avec l'ouest de l'Ontario et que l'on se dit, oh bah peu importe les forêts boréales et les droits autochtones, on va y aller au bulldozer. Vous aurez enfreint aux obligations au titre des traités qui appartiennent aux peuples autochtones, sachant que l'installation d'un réseau électrique doit se faire dans le respect de ces traités et de ces droits. Questions et commentaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ayn Rand autrefois écrivait que les sociétés socialistes créaient tellement de réglementations que tout le monde les enfreint. Ensuite, le gouvernement vous donnera un laissez-passer qui profitera à certains individus. Voilà le fonctionnement du socialisme. Donc, est-ce que la députée pense que A, il suffit d'éliminer la réglementation, ou B, est-ce que l'on laisse en place la réglementation et personne ne pourra construire quoi que ce soit? Réponse. Je vais peut-être secouer les députés. Le projet de loi C-69 était aussi une abomination. Il contenait aussi des listes de projets à la discrétion du Premier ministre plutôt que de confier au gouvernement fédéral l'obligation d'examiner les projets de loi au titre de la loi sur l'impact environnemental. Quand le Premier ministre Harper a abrogé ceci, on s'est retrouvé avec davantage de retard. Questions ou commentaires? Je remercie l'honorable collègue pour sa présentation. J'aimerais entendre, à la lumière de sa vaste expérience, je crois que vous avez eu la chance d'accompagner quand même des gouvernants depuis de nombreuses années, voire décennies. Est-ce qu'à votre connaissance, ce qui est proposé actuellement par le gouvernement en termes de pouvoir et de risque au niveau de l'affaiblissement des protections environnementales, c'est du déjà vu? Bravo. Honorable député de Saint-Nicolas Highlands. Le député de Repentigny. Au contraire, ce n'est pas déjà vu, c'est jamais vu encore. C'est le plus grand effort de croissance de pouvoir pour un gouvernement que je n'avais jamais vu. C'était vraiment incroyable. Et après, chaque fois qu'un gouvernement ou un premier ministre se saisit de davantage de pouvoir, le gouvernement suivant renchérit. Donc les choses que nous dénonçons aujourd'hui, que ce soit les libéraux ou les conservateurs dénoncent ce que font les libéraux dénoncent ce que font les conservateurs, etc. Questions et commentaires. J'ai beaucoup de respect pour ma collègue. La question est la suivante.
Pour ce qui est des droits des peuples autochtones qu'elle a mentionnés à plusieurs reprises, rien dans le projet de loi, à mes yeux, n'enfreindrait les droits constitutionnels des communautés. Donc pourrait-elle nous expliquer en quoi ces éléments sont en péril dans ce projet de loi? 15 secondes pour la réponse. C'est un problème de tautologie. Pour désigner un projet de loi d'intérêt national, vous avez déjà privé les peuples autochtones de consentement libre, préalable et éclairé. C'est ainsi que ça fonctionne. On ne veut pas aller à l'encontre de la déclaration des Nations Unies sur les peuples et droits autochtones. Le projet de loi impose une consultation, mais pas une consultation